pour approfondir leurs recherches et offrir à la postérité des éclairages précieux sur les enseignements de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La Sira, biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est ainsi riche de cet héritage littéraire et scientifique qui retrace dans les moindres détails sa vie et son œuvre, de sa naissance à son rappel à Dieu. Parallèlement, le Premier ministre Ousmane Sonko a justifié sa patience, la patience du gouvernement avant l'ouverture du dialogue avec les syndicats du Sénégal. Selon lui, il ne s'agissait pas d'ignorer les revendications, mais de poser les bases d'une discussion éclairée. Elle a insisté sur la nécessité d'une approche structurée pour des échanges constructifs. Écoutons Ousmane Sonko. Cette rencontre est d'une importance capitale. Son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a voulu que ça rentre en droite ligne dès son installation parmi les premiers qu'il a eu à recevoir, à savoir les patronats et les organisations syndicales. Et depuis lors, on avait jugé nécessaire d'ouvrir les discussions et de tenir des dialogues. Alors cela doit être fait en évaluant d'abord la situation qui a été en place. Ñu waxoon ni war nañoo ubbi discussion yi ak dialogue bi ñu ne nag loolu ku ko war a def bu dee responsable nga danga ko war a def ci kaw nga xayma li nga fi fekk ba xam lu mu doon. Mais aussi évaluer les capacités du gouvernement afin de voir les atouts, mais aussi les faiblesses, que ce soit des faiblesses conjoncturelles ou des faiblesses à long terme. C'est la raison pour laquelle on a attendu. Mais cela ne veut pas dire qu'on a peur des syndicats, ni aussi leur minimiser, et non plus de permettre à chacun de faire tout ce qu'il veut. Loolu taxoon ñu doon xaar waaye xaar gi du ragal syndicat yi bañ a wax ak syndicat yi du xeeb syndicat yi du bërgëlit ku nekk na def lu ko neex. Dans ce sillage, le Premier ministre met en avant l'ampleur des défis économiques. Selon lui, la situation du pays ne concerne pas seulement les gouvernants, mais l'ensemble des 18 millions sénégalais, avec une dette qui frôle presque les 100% et des échéances mensuelles à honorer. Il appelle à une prise de conscience collective face à la gravité du contexte. Écoutons ses propos. Le travail a été fait de manière inédite au Sénégal. Nous avons maintenant une vraie situation de référence. Et cette situation de référence n'est pas la situation de référence du gouvernement du Sénégal. Il n'est pas la situation de référence du président de la République. C'est la situation de référence de 18 millions de Sénégalais. Il faut qu'on sache cela. Parce que parfois, c'est comme s'il y a une distance entre les gouvernants et le reste du pays. Il faut que nous sachions. Parce que léeg-léeg bokk na ci problème yu am mooy dafa mel ni dafa am benn distance entre ñi yor gouvernance bi ak le reste du peuple. Et quand on présente des situations, c'est comme si cela ne concerne que les gouvernants. Cette situation de référence, nous tous, nous devons comprendre sa gravité. Nous tous, nous devons savoir que c'est une situation très grave parce que dans un pays où la dette est estimée à 100% pour un pays en voie de développement qui doit payer chaque mois pour ses dettes intérieures et ce déficit à combler est supérieur à 10%, voire 11%, et même 14% pour certains. Donc cela révèle que la situation est alarmante. ñu ne la sa déficit mooy la nga war a mottale tey ëpp na 10% ba ñu ngi naan mu ngi 11%, ñi naan 14%. ku xam tuuti réew nu muy doxee war nga xam ni. À Touba, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le docteur Cheikh Tidiane Dièye a effectué un voyage, a effectué une visite de terrain. L'objectif était d'évaluer l'état d'avancement des travaux de drainage en eau
pluviale et d'approvisionnement en eau potable. Cheikh Tidiane Dièye a réaffirmé l'engagement du gouvernement à accélérer la mise en œuvre de ces projets afin d'améliorer la résilience de la ville face aux inondations et de garantir un accès durable en eau potable. Nous l'écoutons. Les travaux ont été compliqués avec un délai très court. Nous allons faire tout le travail nécessaire et à l'issue des travaux, nous allons commencer les travaux ultérants qui vont permettre d'éradiquer les problèmes. À mon arrivée, j'ai visité le bassin de Kerniang et les travaux sont très avancés et d'ici la fin du mois de juin, le bassin sera prêt et la capacité sera augmentée et cela va permettre d'évacuer l'eau vers les lieux où l'on veut l'acheminer. Ensuite, on est passé à Nguélémou, on a vu l'avancement des travaux et d'ici fin du mois de juin, toutes les choses qui doivent être faites seront réalisées pour qu'on puisse terminer les travaux. Et le bassin qui se situe au niveau de Kerkab, un vaste bassin de 60 hectares. Nous avons réalisé pour une capacité de 8 hectares qui va nous permettre d'évacuer tous les eaux stagnantes à Touba. Après, on a bouclé nos visites aux alentours de la grande mosquée pour effectuer un travail remarquable pour les sentiers. Au-delà des préparatifs de l'hivernage, nous allons voir la manière dont nous allons travailler avec les organisations qui sont dans la ville sainte. bokk na ci itam ci wone li nga xam ne noonu la ñu bëgg a liggéeyee ci kuréel yi nekk ci ministère bi waaye itam lëkkaloo boo xam ne war nañ ko am ak kuréel bépp bu nekk ci dëkk bi. Notre reportage du jour s'intéresse aux impacts négatifs des industries extractives qui frappent de plein fouet les femmes et les jeunes, tandis que les bénéfices leur échappent. Une initiative financée par l'Union européenne explore les opportunités pour mieux les intégrer dans ce secteur avec l'engagement de la FAO et d'autres organisations féminines. La dynamique s'accélère. C'est un reportage de Mamadou Thiam et de Cheikh Omar Tall. L'inclusion des femmes et des jeunes dans la gouvernance des ressources extractives est un défi pour le Sénégal. Le débat a été posé au cours d'un atelier financé par l'Union européenne. Si les impacts négatifs de ces industries extractives les affectent plus, les bénéfices leur échappent souvent. Cette activité entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la société civile financé par l'Union européenne. Il s'agit en réalité de 2 jours d'activité qui portent sur l'inclusion des femmes et des jeunes dans la gouvernance des ressources naturelles. Ce thème est particulièrement intéressant parce qu'on a l'habitude de voir que les externalités négatives des industries extractives affectent plus les femmes et les jeunes, mais les impacts positifs ne bénéficient pas forcément à ces couches marginalisées. Dans cet atelier, des opportunités concrètes ont été explorées. Objectif, permettre à ces groupes de tirer profit du secteur extractif. Et au-delà de ce diagnostic sur les contraintes, essayer de nous projeter sur les opportunités qu'offre le secteur extractif à travers les données désagrégées du rapport ITIE, mais aussi à travers le contenu local. Des groupements de jeunes et des groupements de femmes peuvent tirer profit pleinement de l'industrie extractive en créant une chaîne de valeur qui permet à ces organisations de pouvoir tirer profit de l'industrie extractive. Donc c'est extrêmement important pour la coalition Publier ce que vous payez que c'est partie prenante à la mise en œuvre du programme PASC. En collaboration avec la FAO et d'autres organisations féminines, cet atelier est un tournant majeur pour donner aux femmes la place qui leur revient dans ce secteur. Vœu qui vient de s'exaucer parce qu'en tant qu'ancien point focal genre de la coalition, j'ai toujours souhaité l'implication des organisations féminines dans ce combat. On n'avait que les hommes, j'étais tout le monde entre eux, que des hommes. Maintenant, je pense qu'à partir au sortir de cet atelier, non seulement la FAO, mais toutes les autres organisations féminines vont venir nous accompagner, porter le combat qui est l'implication des femmes dans ce secteur. Et que dès qu'on les informe de ces opportunités, elles pourront quand même mener le combat qui s'y est pour qu'enfin elles puissent en bénéficier. Ce mouvement vise à défendre les droits économiques des femmes afin de leur permettre de tirer bénéfice des opportunités économiques du secteur extractif, un changement qui pourrait transformer durablement leur rôle dans la société. Justice à présent, après son audition au pôle judiciaire financier, le maire des Agnam
Farba Ngom placé sous mandat de dépôt. Son avocat, maître Doudou Ndoye, estime que son client est poursuivi pour des faits qui n'ont pas été énoncés. Il ajoute que son pôle d'avocats va tout faire pour montrer au monde les grandes irrégularités dans cette procédure. Écoutons la déclaration de la robe noire. Au nom de mes confrères avocats du Sénégal, de Paris, de Montpellier et de toutes les villes du monde qui tiennent aux libertés, au respect du droit, qu'aujourd'hui, nous sommes tous en état de choc. Nous sommes tous en état de choc. Nous avons reçu un coup d'épée qui, de notre point de vue, ne respecte aucune des règles du droit de procédure pénale qui protège les citoyens, qui protégeait jusqu'à ce jour notre client Mohamedou Farba Ngom. Nous allons nous battre. Nous parviendrons, et je dis bien nous parviendrons, à montrer au monde entier les grandes irrégularités qui ont gouverné cette procédure jusqu'à l'emprisonnement de Farba Ngom. Et si Dieu le veut, vous le verrez à nouveau libre. Vous le verrez à nouveau libre, tôt ou tard, il a été placé si sous vous mandat voulez. de dépôt? Oui, madame. D'accord. Monsieur Mohamedou Farba Ngom est placé sous mandat de dépôt pour des faits qui n'ont pas été énoncés, pour des faits encore mal établis, pour ne pas dire non établis, sous des accusations qui n'avaient pour but que de le mettre en prison. Direction Thiès, où s'est tenu un atelier de restitution des résultats sur l'évolution du projet Passage. Ce projet issu d'un partenariat entre les postes de santé et les établissements scolaires pour leur accompagner dans la gestion de leur santé et leur bien-être. Les organisateurs se réjouissent d'un bilan satisfaisant de ce projet. Pour plus de détails, écoutons leur porte-parole. Il faut comprendre, avant qu'on puisse développer ce projet Passage, on était dans un projet qui s'appelait la gestion de l'hygiène des marcheries. Et on avait eu à travailler avec pas mal d'établissements qui tournent autour de 36. Aujourd'hui, quand on a vu que ce projet tirait à sa fin, on a pu inscrire dans notre plan opérationnel annuel un suivi et des actions qui ont été menées dans ce projet au niveau de ces 36 établissements. Aujourd'hui, nous avons des écoles partenaires qui tournent autour de 102 écoles, en partenariat avec l'IA et les IEF, le département de Thiès, le département des IEF de Thiès-Ville, mais aussi des IEF du département de Tivaouane. Parce que Kadior Dianken fera de son possible et pour essayer de toucher pas mal d'écoles au bénéfice de nos communautés, au bénéfice des enfants, mais aussi au juste assurer la pérennisation de ce que la coopération allemande a eu à faire jusqu'à présent. Aujourd'hui, on est sorti vraiment avec des résultats vraiment probants et qui pourraient, à travers cette évaluation, nous permettre d'avoir d'autres bailleurs en les présentant ces résultats. Sur l'international, les États-Unis et l'Ukraine envisagent un accord économique sur les ressources minières ukrainiennes malgré les critiques. En Somalie, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a effectué une visite pour améliorer les relations diplomatiques entre les deux pays. En RDC, le Goma fait face à une crise économique suite à la prise de contrôle des rebelles du M23, paralysant l'économie de la région. Le voyage d'Ismaël Mbaye. En RDC, précisément à Goma, la prise de contrôle par les rebelles du M23 a plongé la ville dans une grave crise économique. Les rues sont désertes, les transactions financières sont paralysées et la population souffre du manque d'argent. La fermeture des banques empêche les habitants et les entreprises d'accéder à leurs revenus, ce qui aggrave la précarité. Même les fonctionnaires n'ont pas reçu leur salaire, accentuant l'instabilité. Le gouverneur du Nord Kivu tente de rouvrir les banques, mais aucune solution n'a encore été trouvée, laissant craindre un effondrement économique et une crise humanitaire majeure.
Ensuite, en Afrique de l'Est, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a effectué une visite officielle en Somalie, accueilli par le président Hassan Sheikh Mohamud à Mogadiscio. Cette rencontre vise à améliorer les relations entre les deux pays et à résoudre les tensions liées à l'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland, que la Somalie considère comme une atteinte à sa souveraineté. Peu avant son arrivée, des avions ont été tirés sur la capitale sans faire de victimes, probablement par des militants d'Al-Shabaab. Les discussions portent sur plusieurs enjeux bilatéraux, dont le commerce et la coopération régionale. Enfin, en Amérique du Nord, les États-Unis et l'Ukraine envisagent un accord économique sur l'exploitation des ressources minières ukrainiennes, incluant le pétrole et le gaz. La signature est prévue aujourd'hui à Washington lors d'une rencontre entre les présidents des deux pays. Mais cet accord suscite des réactions mitigées en Ukraine, car certains le jugent inéquitable, malgré son apport financier crucial. Le soutien américain est perçu comme essentiel, notamment pour maintenir la défense du pays. Un fonds sera créé, financé à 50% par la monétisation des ressources ukrainiennes. L'Ukraine détient 5% des ressources minières mondiales, nécessitant un investissement de 300 millions de dollars pour leur exploitation. Voici la fin des actualités internationales. Merci Ismaïla Mbaye. Que la lumière du mois de Ramadan éclaire nos chemins, fortifie nos résolutions et inspire nos actions vers la justice, la paix et l'unité. Chers téléspectateurs, le groupe Mourchid Communication vous souhaite de passer un bon Ramadan. C'est avec ces vœux que s'achève cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation et passez une bonne suite de programmes sur nos antennes.